Bonjour tout le monde et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actualité en quelques secondes. Non, je déconne, dans quelques minutes, mais on va faire moins de 15 minutes aujourd'hui, c'est promis. Et on démarre direct avec deux magnifiques visions. La première, c'est enfin la nouvelle édition du pull de Noël de Microsoft, spécialité de chez Redmond depuis quelques années. Après Microsoft Windows XP, Windows 95 et Paint, voici le démineur en pull. Quelle beauté magnifique. Alors, ça vaut 75$, c'est pas donné, mais évidemment, c'est absolument magnifique. Et puis surtout, ça va supporter une bonne cause, parce que ça supporte Able Gamers. Une partie des fonds seront reversés. J'ai voulu acheter ce pull en toute honnêteté, et ce pull est déjà en rupture de stock, donc à peu près toutes les tailles. Il est parti en quelques heures. Vraiment, chez Microsoft, pourquoi ils se prennent la tête à essayer de faire des Xbox? Ils pourraient vendre des pulls. Autre vision très intéressante, vous allez voir, c'est un développeur japonais qui s'est amusé à mettre des effets sur les capteurs de l'iPhone, en disant ce que voient les capteurs de l'iPhone, donc notamment le lidar de l'iPhone 13 Pro, que j'ai pas sous la main, et d'autres. Et regardez, c'est très très beau. On est sur un mélange de métaverse, de Ready Player One et de la matrice. Mais non, c'est juste le quartier de Shibuya qui est ici visualisé par l'iPhone. Et vous voyez, on peut rajouter des petits effets de particules sur les différents capteurs de profondeur, voilà, de lumière, de texture et de teinte. Et c'est vraiment évidemment très 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 joli. Allez retrouver ça sur GitHub. Ça vient de Keijiro Takahashi si vous cherchez sur Internet. On attaque maintenant évidemment avec la très grosse annonce de cette nuit. C'était les nouveaux SoC de chez Qualcomm, haut de gamme pour les futurs téléphones et tablettes de 2022. Non, ne l'appelez pas Snapdragon 898 ou Snapdragon 895. Il s'appellera Snapdragon 8 Gen 1. Les fuites étaient donc correctes. Et vous voyez Qualcomm qui va venir apporter sa sauce sur le design de base de chez ARM V9. Et donc on aura évidemment des Core Cortex X2, des Core Cortex A710, A510, la nouvelle génération de GPU Mali, le tout à la sauce Qualcomm. Donc le leader des SoC a proposé notamment des efforts sur l'intelligence artificielle avec des collaborations avec Google, mais aussi la startup française Hugging Face pour tout ce qui est interaction vocale en langage naturel, voilà, et aussi de gros efforts sur la photo et la vidéo avec de la 8K en HDR en 30 images par seconde, jusqu'à 3,2 gigapixels de bande passante à la seconde, des photos en 200 mégapixels d'un coup d'un seul, de l'HDR jusqu'à 36 mégapixels en simultané, bref, on sort le grand jeu là-dessus. Autre point intéressant, tout ce qui est intelligence artificielle a été mis à jour pour essayer de rattraper un petit peu les concurrents, notamment tout ce qui se fait en local, tout ce qui est évidemment connectique sans fil, donc Wi-Fi 6E, 5G avec ondes millimétriques, Bluetooth 5.3 également présent, et puis on va gérer jusqu'à du 144 Hz sur les écrans. Bref, on n'est pas trop sur un gain de puissance énorme par rapport à la génération 888 apparemment, ce sera évidemment plus puissant. On est plutôt sur des gains côté imagerie, intelligence artificielle là-dessus. Ce qui est intéressant, je vais aller voir parce que évidemment nos confrères se sont rendus à Hawaï pour aller voir un petit peu des premiers tests de ces SoC dans des téléphones de base. Évidemment, Xiaomi s'est positionné et comme on l'attendait, le Xiaomi 12 sera annoncé dans quelques jours et le Xiaomi 12 serait selon eux le premier téléphone à sortir avec ce nouveau Snapdragon 8 Gen 1. Donc là-dessus, on respecte un peu la tradition. Mais évidemment, on rappelle qu'il y avait une petite fuite avec le Realme GT2 Pro qui est en fait d'une certaine manière le premier téléphone que je vous avais montré hier qui adopte officiellement le Snapdragon 8 G1. Donc ça va être évidemment maintenant la grande bataille des annonces et on y aura droit pour toute l'année 2022. Ce qui est intéressant, c'est que, il y a quelques jours, je vous parlais aussi de Mediatek, un des concurrents de Qualcomm plutôt dans l'entrée et milieu de gamme. Mediatek qui avait annoncé le Dimensity 9000 il y a quelques jours et qui, je trouve, a un peu coupé l'herbe sous le pied de Qualcomm puisqu'ils ont annoncé un SoC qui a les mêmes bases que le Qualcomm 8 Gen 1. Voilà, le Snapdragon 8 Gen 1, puisqu'ils reprennent le design ARM V9 qui a été présenté en début d'année. L'intérêt ici, c'est que sur certains petits points, on irait un peu plus loin du côté de Mediatek, ce qui est un peu une nouveauté, parce que c'est plutôt normalement Qualcomm qui est au top de la technologie. Donc évidemment, la gravure en 4 nanomètres, ça c'était déjà vu par TSMC. Attention, ce sera de la gravure en 4 nanomètres par Samsung chez Qualcomm.
un chipset X2 qui va un peu plus vite puisqu'il est juste en dessous des 3 GHz chez Qualcomm. Il sera juste au-dessus des 3 GHz du côté de chez Mediatek. Pour les deux, de la mémoire LPDDR5X, ça c'est très bien. Et puis vous allez voir aussi notamment une bande passante jusqu'à 9 gigapixels côté Mediatek contre 3,2 côté Qualcomm. Donc sur certains points, on a l'impression que Mediatek est devant et a un petit peu ruiné la surprise de Qualcomm. On attendra évidemment de voir en détail quels sont les points forts de chaque constructeur de SoC et à quel point ils ont mieux optimisé dans tel ou tel secteur leur performance. Et on a hâte en tout cas d'avoir les premiers téléphones avec du Snapdragon 8 Gen 1 ou maintenant du Dimensity 9000. L'année 2022 va être très intéressante puisque ce sera aussi une année où, je vous rappelle, Samsung arrivera avec son Exynos 2200 qui sera produit en collaboration avec AMD pour la partie GPU. On se frotte les mains du côté des téléphones Android haut de gamme. On passe à la suite avec encore une autre annonce Qualcomm. Ce coup-ci, il y aura un dérivé de leur Snapdragon 8 qui va s'appeler le G3X Gen 1. Oui, ça c'est un peu compliqué. Qui va être dédié, lui, au gaming. Et on a eu un premier prototype de console avec un design de référence produit par Razer. Et un peu dans la foulée de la Switch ou du Steam Deck de Valve, on commence à repenser des machines nomades très puissantes et autonome, puisque maintenant, côté puissance, c'est plus un problème, qu'autonomie, ça l'est plus vraiment. Et on aurait du coup une console avec un écran OLED HDR 120 Hz, 6000 mAh de batterie et une puissance maximum pour faire tourner la plupart des jeux modernes en au moins, j'imagine, 60 images par seconde. C'est extrêmement prometteur, puisqu'on aurait une machine puissante et autonome. On a hâte de voir quel constructeur va utiliser ce SoC de chez Snapdragon. On va quitter Qualcomm, on va rester chez Android avec, vous allez voir, un bon plan. Alors, je vous ai parlé de bon plan avec Black Friday, avec Cyber Monday, mais aujourd'hui, j'ai un bon plan le plus bizarre de la Terre, peut-être ? Non, c'est le bon plan le plus foireux de la Terre. Voilà. Plus simplement, puisque Nokia vient d'annoncer une offre exclusive pour les propriétaires de leur Nokia 9 PureView. Le Nokia 9 PureView, pour les gens qui ne s'en rappellent pas, parce que c'est pas un téléphone qui s'est beaucoup vendu, mais c'était un téléphone haut de gamme. C'était le retour de Nokia, enfin de HMD, la société qui possède maintenant Nokia, dans les téléphones un peu haut de gamme. Vous vous rappelez de cette fameuse implémentation d'appareil photo en hexagone ? Voilà, désolé pour les tripophobes, trigger warning. Eh bien, ce téléphone haut de gamme, il a un problème, c'est qu'il est toujours sur Android 10. Et Nokia a dit, nous avons une offre exclusive pour vous si vous voulez passer à Android 11. Alors déjà, première mauvaise surprise, ils ne proposent pas aux propriétaires des Nokia 9 haut de gamme de passer à Android 12, qui je vous rappelle est sorti. Voilà. Ils leur proposent de passer à Android 11. Et comment on va passer à Android 11 avec Nokia ? Eh bien avec un autre téléphone, puisqu'en fait Nokia en dessous s'excuse en expliquant qu'ils ne peuvent pas mettre à jour le Nokia 9 PureView sur Android 11 à cause de l'incompatibilité. Du coup, ils offrent 50% de réduction sur l'achat d'un Nokia XR20 qui est un téléphone entrée de gamme. Donc voilà, aujourd'hui vous aimez Nokia, vous êtes fan de Nokia depuis des années, vous avez acheté un téléphone Nokia haut de gamme, et si vous voulez avoir Android 11 sur votre téléphone Nokia, il vous faut un autre téléphone que votre téléphone Nokia que vous avez acheté. Effectivement, j'officialise, c'est l'offre la plus pourrie de l'histoire et un des suivis logiciels aussi le plus pourri de l'histoire. Vraiment là-dessus, s'il vous plaît, les constructeurs Android, essayez d'être un peu carré, quoi. Côté communauté, ils sont pas contents en tout cas. Voilà, donc sur notamment le compte Twitter Team PureView, donc des gens qui aiment bien leur PureView et ils disent mais je comprends pas le délire, c'est quoi ce truc ? Bref, ça grogne énormément. Passons maintenant à la voiture avec 3 modèles de voitures dont on a parlé ce matin. Vous allez voir, il y en a 2 orange et une très laide, voilà, parce qu'elle n'est pas orange, mais elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On va commencer avec la Dacia Jogger, donc c'est une voiture hybride entre SUV, break, monospace, crossover, un peu tous les noms. L'intérêt avec Dacia, c'est pas tant sa silhouette que son prix, et c'est une voiture qui va commencer à 15 000 €. Prix plancher pour cette voiture 7 places, donc très intéressant évidemment. On connaît le succès de Dacia depuis quelques années. On va passer à une autre voiture familiale orange, je sais pas pourquoi, c'est la mode en ce moment. Skoda, avec la Karoq, et pas la carotte, mais bon, elle a la couleur. Elle va coûter plus cher puisque la Karoq actuelle coûte 30 000 €, donc on imagine que la suivante, celle-ci, coûtera à peu près le même prix. SUV familial de la part de Skoda, qui ressemble beaucoup à un Volkswagen Touran de dos, on va pas se mentir, avec comme d'habitude chez Skoda aussi un rapport en général qualité-prix-performance plutôt intéressant. Et puis on va terminer sur la 3e voiture du jour qui a trigger tout le monde ce matin dans le live. Je vous rappelle que le replay est dispo en commentaire. La BMW XM Concept et donc BMW qui fête les 50 ans de leur division haut de gamme sportive, le fameux M pour Motorsport, avec une voiture hybride.
750 chevaux. Mais alors déjà, c'est une voiture hybride. En deux, c'est un SUV. Donc les puristes de M étaient un petit peu trigger pour fêter les 50 ans de la Dison avec un hybride de SUV. Mais surtout, regardez-moi le design de cette voiture. Regardez-moi cette calandre avant. Ce ne sont pas des narines, ce sont des boucliers. Je ne sais pas ce que c'est. C'est énorme. Et vu que BMW a l'air d'adorer cette énorme calandre qui pourrait préfigurer des futurs SUV de la marque, ils ont carrément mis des néons autour. Voilà, ils assument à 100%. Moi, je le vis très mal, je vous avoue. Les feux arrière sont pas top, mais attention, surprise du chef, l'intérieur est presque pire que l'extérieur. Puisque, regardez-moi ça, mélange de cuir marron des années 70 avec un cockpit de vaisseau de Battlestar Galactica. Ok, mais à l'arrière, attention, un toit low polygone avec des sièges doublure d'anorak et un sol, je ne peux plus le qualifier. Voilà, on a aussi entre premier vêtement que tu lootes dans Cyberpunk 2077 et des iguales ce matin. Je ne sais pas ce que les ingénieurs et designers de BMW ont fumé pour cette voiture, mais je ne veux pas la même chose. Voilà, merci beaucoup. Non, on passe maintenant aux réseaux sociaux avec Twitter et Twitch qui ont des nouvelles mesures et des nouveaux systèmes un petit peu pour toujours améliorer la vie de leurs utilisateurs et utilisatrices. Le premier ici, ça va être des règles renforcées et des règles beaucoup plus sévères de la part de Twitter lorsque vous citez une personne, que ce soit une photo d'elle, une vidéo d'elle ou des informations sur cette personne. Désormais, lorsque Twitter détectera ce genre de tweet et que la personne ne sera pas pour apparaître, votre tweet sera automatiquement supprimé. On n'attendra pas, ça va aller beaucoup plus vite qu'avant pour bien évidemment éviter des dérapages à base de doxing. Côté Twitch, on va carrément utiliser du machine learning pour essayer de découvrir qui sont les personnes un petit peu toxiques dans les chats, mais qui arrivent à faire ce qu'on appelle du ninja ban, donc en fait qui arrivent à éviter des bans sur certains channels pour aller sévir sur d'autres. Ici, ils auront une sorte de casier judiciaire qui fera que quand ils apparaîtront dans certains chats, le machine learning de Twitch commencera à les détecter automatiquement et leur premier message ne sera pas visible dans le chat et sera juste visible pour le streamer ou la streameuse ou leur équipe de modération qui pourront ou pas débloquer la personne. Donc voilà, de base, avant d'avoir des gens qui disent de la merde sur un chat et qu'on va essayer de censurer à rebours, on va commencer à avoir des personnes qui sont problématiques, qu'on va censurer de base et qu'on va libérer après. Évidemment, ça discute beaucoup sur Twitch sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas. On verra dans quelques mois quand ce sera implémenté. On va sur Twitch avec une interview, celle de Jean Massier, le streamer politique par excellence de Twitch. Pour les gens qui le connaissent, c'est un des co-créateurs d'Acropolis, un des premiers projets de chaîne Twitch politique qui a dû s'arrêter en manque de réussite. Mais lui, Jean Massier, s'est accroché et en 2019, il s'est lancé en solo. Depuis sa cartonne, je pense que vous l'avez vu passer, ce streamer qui parle de tout, de rien, mais surtout de politique et qui a sa fameuse émission Backseat tous les jeudis à 19h30 qui cartonne toujours un petit peu plus. Évidemment, en ces temps d'élection présidentielle, il a le vent en poupe et Romain Chaland est allé le rencontrer pour faire son portrait et pour l'interviewer et parler un peu de ses projets. Portrait très intéressant. Deuxième portrait très intéressant que j'ai vu passer aujourd'hui, que je vous conseille d'aller lire, le portrait de cette personne. Elle s'appelle Kate Norton, mais elle est connue sous le nom de Miss Excel, et c'est la première influenceuse Excel au monde. Oui, tout à fait. Excellent portrait de The Verge du coup, qui parle de cette personne qui aujourd'hui cartonne avec ses cours d'Excel qu'elle vend en ligne. Vous achetez une formation pour quelques centaines de dollars, et ensuite, dès qu'elle a des nouveaux cours, vous y avez accès bien sûr, pour maîtriser les fonctions de base d'Excel, mais pour aller de plus en plus loin dans Excel, avec notamment de la programmation de scripts et autres choses un peu vénères. Le génie de Kate, c'est d'avoir fait la pub de ses cours Excel sur TikTok. Et elle a créé des TikTok d'Excel pendant des semaines avec des vrais conseils, mais évidemment des chorégraphies, des mèmes, du LOL. Et elle a réussi à engranger une communauté de gens qui, même s'ils n'étaient pas intéressés par Excel, ont suivi ces TikTok vraiment très très drôles. Et pour les autres qui ont voulu vraiment gagner un peu en skill en termes d'Excel, l'ont découvert dessus. On dit, mais en fait, elle est drôle, elle est moderne, et surtout, elle s'y connaît vraiment très très bien en Excel. Je vais acheter ses formations. Aujourd'hui, Kat fait plus de 100 000 $ de chiffre d'affaires par jour, puisqu'elle dit qu'elle a dépassé les six figures quotidiens sur sa plateforme de vente de formation. Donc comme quoi, croyant vos rêves, vous vouliez faire de la politique sur Twitch, vous voulez faire du Excel sur TikTok, tout est possible. On enchaîne avec un petit peu de SVOD et regardez ce graphique de chez Ampere Analysis, très intéressant, qui montre l'intérêt des productions originales sur les plateformes de SVOD. Je vous rappelle que pendant longtemps, les plateformes de SVOD étaient surtout là pour diffuser des films et des séries télé qui existaient déjà. Au hasard, Friends,
The Office, l'intégrale de Christopher Nolan, Sous le soleil, que sais-je. Et puis on a commencé à lancer des séries originales, des House of Cards par exemple, du The Boys et autres, et c'est devenu évidemment les têtes de gondole des plateformes. Aujourd'hui on va sur ces plateformes surtout pour regarder des programmes originaux, et regardez bien le nombre de plateformes qui sont apparues ces dernières années, qui produisent des programmes originaux, et regardez surtout comment Netflix, qui je vous rappelle a investi des milliards de dollars par an en termes de prod, a explosé sur ces 6 dernières années avec plus de 2400 programmes originaux produits, quasiment 2500 programmes originaux produits en l'espace de 6 ans, c'est complètement dingue. Et regardez surtout aussi comment Amazon et Disney+, qui sont arrivés plus tard sur le game, ont déjà passé la barre des 400 programmes originaux pour l'un, des 130 programmes originaux pour l'autre. C'est vraiment complètement dingue. Ça raconte aujourd'hui le changement de méta, on va dire, dans les services de SVOD. Ce n'est plus d'avoir un catalogue de films et de séries connus, c'est de produire évidemment les vôtres. Est-ce que ce sera le cas de TF1 ? On ne sait pas, mais TF1 va lancer TF1 Max, une offre de SVOD pas chère à 2,99 € avec évidemment que les licences de TF1, donc les émissions de TF1, les programmes de TF1 et les séries de TF1. C'est quelque chose qui vient un peu concurrencer d'une certaine manière Salto, et on se pose vraiment la question de l'intérêt de Salto bientôt si TF1 lance sa propre offre, et si un jour TF1, lorsqu'ils seront fusionnés avec M6, deviendront les concurrents de Salto, dont ils sont eux-mêmes les piliers avec France Télé. C'est un petit peu compliqué les SVOD en France, mais évidemment lorsqu'on a des grosses licences comme Koh-Lanta ou le journal télé de 20h, c'est peut-être tentant d'avoir sa propre plateforme. Évidemment, petite note transparence, les numériques aujourd'hui appartient au groupe TF1 Web, Unify. Voilà. On termine avec la SVOD. Ce coup-ci, on va parler de Disney+ rapidement, et une affaire de censure qui va faire grincer des dents beaucoup de personnes, puisque c'est une affaire qu'on connaît un peu trop bien. Le fameux « je voudrais venir prendre un peu de part de marché sur le marché chinois », mais pour ça, il faut que je ne vexe pas le marché chinois. Et Disney+ est arrivé à Hong Kong, et ils ont dû censurer un épisode des Simpsons qui revenait sur les événements de la place Tiananmen. Je vous rappelle, des événements sanglants et absolument affreux, dont on ne gardera qu'une photo un petit peu optimiste de cet homme qui avait stoppé une colonne de tanks juste en marchant devant. Ça s'est pas passé exactement comme ça en vrai à Tiananmen, mais cet épisode des Simpsons a été littéralement censuré par Disney+. Vous connaissez un peu toutes ces histoires qui ont touché aussi la NBA, qui ont touché Blizzard, qui ont touché Apple et autres géants américains qui veulent faire du biz avec la Chine. Il y a des règles là-bas à respecter pour ne pas se prendre un gros bad buzz. On terminera enfin avec les news que je voulais faire depuis 15 jours, mais ça y est, je peux enfin vous parler de batterie au graphène. Incroyable. Je vous rappelle que le graphène est une des technologies les plus prometteuses pour venir révolutionner les batteries. On lui prête toutes les qualités du monde. Il est fait avec des matériaux qui ne sont pas rares. Il polluerait moins, il stockerait mieux l'énergie, il n'aurait pas d'effet de mémoire, il se rechargerait plus vite. On pourrait stocker plus d'énergie dans un volume équivalent au lithium-ion. Bref, c'est l'avenir, sauf que ça fait 10 ans que c'est l'avenir le graphène et qu'on n'arrive toujours pas à mettre du graphène partout dans nos vies. Donc avant que ça arrive dans vos montres, dans vos téléphones ou dans vos télévisions portables ou vos ordinateurs ou vos voitures ou vos motos, on a eu une tentative de batterie externe au graphène qui pouvait recharger l'intégralité de ces 10 000 mAh en 27 minutes. C'est évidemment un taux monstrueusement rapide, 5 fois plus rapide que le lithium-ion. Malheureusement, la marque derrière, ElecJet, a dû se retirer d'Indiegogo alors que tout le monde avait précommandé. Ils ont remboursé les acheteurs et les acheteuses puisqu'il y a eu un problème légal autour de la marque qui n'a pas pu recevoir de paiement. Ils ont relancé leur projet. Donc si vous êtes curieux ou curieuse de cette batterie au graphène qui se recharge très très vite, c'est peut-être le moment d'aller les voir. J'apprends également que nous avons des tentatives de batteries à base de nickel, de manganèse et de cobalt recyclé. Du côté de Northvolt, qui est le concurrent suédois de Tesla côté batterie. Voilà. Et donc évidemment, on essaie d'avoir des batteries toujours plus performantes, mais aussi un peu plus écologiques qu'actuellement. Et dernier ingrédient à ma petite sauce, après le graphène, le cobalt et autre chose, je vous présente l'ammoniac. Oui, tout à fait. On a testé des trains à l'ammoniac et un armateur australien va tester des bateaux à l'ammoniac en 2022. Alors, j'ai pas bien compris les qualités de l'ammoniac, à part que il y en a dans l'urine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire d'autre. Et que certaines personnes me disent que ça peut être très toxique ou explosif, mais on va tester des bateaux à l'ammoniac avec apparemment des avantages assez certains par rapport à d'autres systèmes de propulsion maritime. Ne vous inquiétez pas, on ne devrait pas rejeter de l'ammoniac dans la mer si tout va bien. C'était l'essentiel des news du jour. Je vous rappelle aussi qu'on a eu des tests et des essais sur le site. En attendant, on a testé la Mercedes EQS 450 Plus AMG Line, une petite Mercedes à 127 000 €, testée par Eric Fontaine avec, vous allez le voir, une ligne extérieure
qu'on trouve pas mal, plutôt élancé pour une voiture qui fait 5,20 m de long avec un empattement de 3,20 m, donc un peu énorme. À l'intérieur, on est un peu plus partagé puisque vous avez un écran assez unique. C'est un écran de 141 cm de diagonale avec une forme custom, comme vous voyez, c'est un écran d'un seul tenant, avec beaucoup d'interfaces et de graphismes différents. C'est très très généreux. Voilà, plus que jamais, vous aurez l'impression de conduire à la régalette de Final Fantasy, parce que même l'interface a l'air d'être sortie d'un jeu de Square Enix. Autre article qui va peut-être vous intéresser, est-ce qu'on peut encore s'offrir une PS5 ou une Xbox Series X pour Noël? Se demande Rémi Jacquet. Il rebondit sur la vidéo qu'on vous avait produite il y a quelques semaines sur nos techniques pour trouver des PlayStation 5. Mais pour Rémi, il se demande si on peut encore y arriver pour Noël. Spoiler, ça va être extrêmement difficile, mais on vous partage les dernières techniques en date qu'on a trouvées pour se tenir au courant des petites remises en stock. Nous avons également testé un casque gamer qui prend 3 étoiles, un objectif qui prend lui 5 étoiles, et c'est l'objectif star de chez Tamron depuis des années, le fameux 28-75 f2.8 dans sa nouvelle version, qui a beaucoup séduit Louis de la photo. Et puis 2 tests de processeurs, les séries G de chez AMD, donc un Ryzen 5 5600G et un Ryzen 7 5700G. Des bons processeurs moins chers que les séries X, mais évidemment qui n'intéresseront pas trop les gamers et les gens qui sont dans la 3D, la photo et la vidéo. Voilà, si vous faites de la bureautique, ça peut être des bons choix. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Mettez des petits pouces bleus, des commentaires, partagez ça à vos amis, etc. etc. À demain, à très vite.